Bonjour, je suis Mawete Maxosila. J'anime des conférences sur l'histoire et la culture de l'ère bantou et en grande partie aussi de l'ère Congo. Nous avons travaillé depuis plusieurs années, je peux dire une trentaine d'années, nous travaillons sur les concepts du Congo et ses implications au niveau linguistique, au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. Avec l'association Bana Congo, qui a été créée à l'initiative de nos jeunes de la diaspora, qui ont pris conscience qu'ils ignoraient la culture ancestrale et que l'accès à la culture de leur pays d'accueil n'était pas possible lorsque ils ignorent d'où sont venus leurs parents, qu'est-ce que leurs parents savent de leurs ancêtres, mais surtout comment leurs parents vivent. Donc, les besoins se font sentir. Les jeunes de l'Isanga, ils ont constitué une association appelée l'Isanga Yabana Congo, dont je suis membre, et c'est cette association-là qui, avec notre laboratoire d'anthropologie de la Renaissance africaine et les éditions Pyramide Papyrus Press, est en train de travailler. Donc, nous avons lancé une première initiative qui est comprendre le Congo. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de se passer au Congo. On voit que soit les problèmes religieux, soit les problèmes économiques, soit les problèmes politiques. Et or, il est essentiel, on ne peut pas faire l'histoire, on ne peut pas faire un pays, construire un pays sans culture. C'est la culture qui est la base de tout. La politique, c'est de la culture. L'économie, c'est de la culture. Et la spiritualité, quand on va à l'église, c'est de la culture. Donc, j'expliquerai tout cela pourquoi. Mais nous avons un souci. Il y a, donc, le 8 mars 2014, l'Isanga Bana Congo, en collaboration avec les laboratoires d'anthropologie de la Renaissance africaine et plusieurs autres associations, dont Congo Art, avait organisé un colloque que nous voulons même instituer, transformer en institution, et dont le titre est Matriarcat, pouvoir maternel et Renaissance africaine. Pourquoi? Parce que nous pensons que toute chose passe par la position occupée par la mère, hein, qu'on pourrait appeler la femme. Donc on sait que, par exemple, au Congo, il y a tout un ministère qui est chargé du genre. Mais nous ne voulons pas parler du genre, nous voulons parler de la mère. La mère, donc c'est le genre, là, nous amène à la question du sexe. Hein, donc traiter les problèmes par rapport au sexe. Et les ministères qui est chargé du genre s'occupent tout particulièrement des problèmes des femmes. Or, nous sommes dans une vision africaine du monde qui est une vision de complémentarité. Les problèmes des hommes sont les problèmes des femmes. Donc il n'y a pas d'homme sans que les femmes existent. Donc voilà les points de départ de cette émission sur le matriarcat, pouvoir maternel et Renaissance africaine. Bon, maintenant, nous avons vu au fur et à mesure que nous travaillons que les jeunes, mais aussi les adultes, ignorent leur culture. Pourquoi? Parce que les premiers outils d'accès à la culture, qui est la langue, n'existent pas. C'est-à-dire les gens ignorent complètement nos langues maternelles et parlent que les langues du pays d'accueil. Ou à l'intérieur même de nos pays, nous parlons, chacun parle la langue du pays qu'il a colonisé. Or, lorsque ces langues sont parlées, chaque langue, une langue amène avec elle une vision du monde. C'est-à-dire, il se représente les choses. Mais chaque langue amène avec elle aussi un modèle politique. Chaque langue amène avec elle un modèle social, la façon de voir Dieu. Qui est Dieu? Comment les gens voient Dieu? Comment ils interprètent les rapports avec Dieu? Mais la langue aussi amène les rapports entre les humains au sein de la société. Donc,
ayant perdu nos langues, nous ne pouvons pas nous développer. Le développement est impossible lorsque tous les peuples développés, ce sont d'abord des peuples qui maîtrisent leur langue maternelle, parce qu'ils savent de quoi ils pensent, de quoi ils parlent, et qu'est-ce que leur comportement, hein, enfin, leurs comportements sont justifiés par leur façon de parler, mais avant ça, par leur façon de penser. Voilà, par exemple, nous allons voir que lorsque nous traduisons la plupart des termes courants que nous avons en langue étrangère, en langue des pays, des puissances qui nous ont colonisés, lorsque nous les traduisons en langue africaine, eh bien, il y a l'impasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui sont allés à l'école ont une civilisation différente de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mais à l'école encore, ça dépend de quel niveau on est allé. Et au fur et à mesure que les niveaux d'instruction s'élèvent, nous constatons que les élites se coupent complètement de leur base, c'est-à-dire se coupent de leur civilisation et n'ont plus assez de rapports avec leur culture d'origine, et ça crée des sociétés conflictuelles. C'est-à-dire que lorsque un homme politique, par exemple, prend une décision, cette décision n'est pas appliquée, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas appliquer, mais parce qu'ils ont parlé dans une langue et la terminologie ou les termes utilisés n'étant pas compatibles avec la mentalité, les gens ne comprennent pas. Il y a un professeur qui me racontait une histoire. Il a assisté à une élection dans un pays africain. Et au cours de son séjour dans le pays, il a demandé aux gens, est-ce que vous allez voter, puisque les élections, c'est dans 3 jours, 4 jours. Vous allez voter, est-ce que vous connaissez les programmes des gens que vous allez voter? Ils ont dit non, nous voyons déjà les photos, nous savons qui. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit lui? Ah non, il nous a parlé de la démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie? Alors en ce moment-là, les gens, ils ne savent même pas. En fin de compte, les gens sont partis voter parce qu'il y avait des photos. S'il n'y avait pas de photos, les gens ne sont pas au courant, ne savent pas distinguer. Et il va être la même chose aussi dans les domaines de la religion. Parce que pratiquement toute la culture africaine a été transformée pratiquement en péché. Hein? Il n'y a que des péchés, il y a plus d'interdits. Et moi, j'ai l'habitude de dire que nos péchés sont les sources des richesses des autres pays. Nos péchés font les richesses des autres pays. Vous savez que si vous venez dans les pays, par exemple, occidentaux, les gens ne parlent pratiquement pas de péché. L'Église existe, les gens ne pratiquent pas beaucoup, mais les gens ne parlent pas aussi des péchés du tout. Mais nous, on parle des péchés tous les jours. Ça, c'est une partie de notre culture ancestrale. Mais comment parler de toutes ces choses lorsqu'on utilise des termes? Parce qu'un terme dans une langue étrangère, par exemple dans une église où les 3/4 des gens n'ont pas été à l'école, eh bien, le pasteur a raté sa prédication. Pourtant, tout le monde applaudit. Et les gens applaudissent derrière d'autres personnes, parce que certains ont applaudi et aussi ils applaudissent. Voilà un peu la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui explique en grande partie pourquoi nos pays ont grandement ont des difficultés de se développer. Vous voyez, les rapports à Dieu, les rapports à la science, les rapports à la technique. Je vais prendre un exemple. Si vous achetez une télévision, que vous ne savez pas, vous n'êtes pas technicien en matière de télévision, vous voulez installer une télévision, il faut lire les modes d'emploi. Or, les modes d'emploi contient un ensemble de termes qui vont vous dire branchez ici, débranchez ici, prenez tel fil. Par exemple, il peut indiquer même un câble. Donc, tous ces termes-là, si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre télévision. Mais ça peut être encore dans des choses plus simples. Dans la santé, dans l'éducation, dans la façon
même de manger, dans la façon de construire, dans la manière d'entretenir l'environnement. Nous avons besoin de nos langues maternelles. Donc je voudrais dire que une langue égale une culture. Une langue égale un peuple. Et quand on dit peuple français, c'est le peuple qui parle la langue française. Les Portugais, c'est le peuple qui parle la langue portugaise. L'espagnol, c'est le peuple qui parle la langue, dont la langue maternelle est l'espagnol. Aujourd'hui, nous avons des États qui n'ont pas du tout de langue maternelle. Ça veut dire que lorsque les autorités avancent, parlent, et ils parlent dans le vide. Ils s'adressent à une infime partie de la population, celle qui a été à l'école occidentale à un niveau élevé. Alors, je voudrais illustrer mon propos. Je prends, lorsque on dit à quelqu'un « Musendi », je prends un terme comme Musendi. Lorsque quelqu'un, un citoyen de chez nous, s'adresse à un autre et qu'il est fâché, et il peut même dire, s'il veut le critiquer, pas dire « Oh, celui-là, c'est un Musendi ». Ou un Musendi. Bon, mais les gens pensent que c'est mauvais d'être un Musendi. D'où vient le terme Musendi? Le terme Musendi vient du terme Nti, en fait. Lorsque les colons sont arrivés, à chaque fois qu'ils entendaient un mot dans notre langue, eux, ils n'entendaient pas bien. Donc, ils les prononçaient de leur manière. Et lorsque aussi ils ont écrit des rapports ou des livres, ils ont utilisé la façon dont ils ont entendu. Et, par exemple, pour dire Nzadi, ils ont entendu Nzadi, ils ont demandé comment vous appelez ce fleuve. On dit Nzadi. Et ils disent, ah, j'ai découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Nzadi est devenu Zaïre. Et Musendi vient du terme en Kikongo qui veut dire Musinti. C'est-à-dire, en français, autochtone ou indigène. Musinti, en